Sunday Night Production. Ça fait presque un mois que j'ai commencé ce défi sans sucre ajouté. Au début de cette aventure, je n'avais aucun repère sur les difficultés que j'allais rencontrer. J'ai toujours été quelqu'un de très gourmand, qui déteste se priver. J'appréhendais donc énormément ce défi. Mais au final, je suis surpris de la vitesse à laquelle je me suis adapté à mon nouveau régime alimentaire. Le sucre a toujours été un vrai plaisir pour moi et c'est pas prêt de s'arrêter. Car avec ce défi, je ne cherche surtout pas à diaboliser le sucre ou à m'en priver de manière définitive. C'est très personnel, mais pour moi, chaque aliment a sa place dans notre alimentation. Et même le sucre en poudre. C'est important de le préciser car bannir des aliments auxquels je ne suis pas allergique n'a jamais été dans ma philosophie en matière d'alimentation. Pour moi, tout est une question de dosage et c'est justement le problème avec le sucre car on en retrouve presque partout. De plus, il a tendance à favoriser le grignotage. Vous savez, quand votre repas n'est pas si loin et qu'une petite pensée s'initie tout doucement dans votre cerveau pour vous chuchoter délicatement « je mangerais bien quelque chose ». On estime que 61% des personnes grignotent entre les repas de manière occasionnelle ou régulière. Mais ce grignotage est-il vraiment motivé par la faim ou par un comportement compulsif, émotionnel ou juste une simple envie ? Aujourd'hui, la principale difficulté que je rencontre, c'est justement le grignotage, et notamment en soirée. Rien de bien méchant, mais j'aimerais mieux comprendre ce phénomène pour agir efficacement dessus. L'hypnothérapie est de plus en plus utilisée pour lutter contre les petites addictions et la gestion des émotions. Cette discipline reste encore très mystérieuse pour la plupart des gens. C'est la raison pour laquelle j'ai envie d'en savoir plus afin d'appréhender sereinement d'éventuelles séances d'hypnose qui peuvent m'être très utiles pour lutter contre mes envies de sucre. J'ai donc pris rendez-vous avec Manon Vercouter, une spécialiste de cette discipline. Je vais lui poser plein de questions pour en savoir plus sur l'hypnothérapie. Et vous allez venir avec moi. Salut Manon, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir et de répondre à mes questions. C'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'hypnothérapie et notamment aux bienfaits et comment ça peut aider les personnes qui cherchent notamment à combattre certaines petites addictions. J'ai des amis autour de moi qui ont notamment arrêté le tabac grâce à cette discipline, mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose qui est assez méconnu, voire même un petit peu mystérieux pour la plupart des gens. Donc du coup, ma première question, ça va être est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur cette discipline et surtout comment est-ce que ça peut aider les gens, quoi ? Alors salut Guillaume, en effet comme tu le dis, l'hypnose c'est perçu comme une discipline peut-être un peu magique, occulte, ésotérique même parfois. Pourtant il n'en est rien, c'est en effet comme tu le dis quelque chose qui se démocratise aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est gestion des phobies, de la peur, arrêt du tabac, etc. Et en effet, ça peut aider pour tout ce qui est addiction, compulsion, comportement alimentaire, mais aussi plein d'autres choses sur la performance, la productivité, la créativité, etc. Et en fait, l'hypnose, c'est... on connaît tous plus ou moins le côté spectacle, donc Mesmer où il y a quelqu'un qui va aller sur une scène et on va dormir debout, faire la poule, oublier son prénom, oublier un chiffre et oui c'est totalement possible. Mais il y a aussi un côté très thérapeutique à l'hypnose où en fait on va recevoir le client et adresser un problème, on préfère parler d'objectifs. Donc par exemple, arrêter de fumer, arrêter de manger des aliments transformés qui contiennent du sucre, arrêter d'avoir un cauchemar. Voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous avec l'hypnose. Bon, tu vas pas me faire la poule alors aujourd'hui ? Peut-être, à la fin on verra. Écoute, moi je viens de voir parce que je me suis lancé un défi, c'est celui de arrêter le sucre ajouté pendant 93 jours. L'idée, c'est... J'aimerais en finir avec ma surconsommation de sucre. Je suis sportif. C'est vrai que j'ai tendance à beaucoup aimer les choses sucrées. Alors, c'était pas forcément un problème parce que j'avais des dépenses caloriques qui étaient assez importantes avec ma pratique du sport. Mais je me suis rendu compte que je stockais quand même un petit peu de graisse qui est jamais bon quand tu es un sportif. Et surtout, quand j'ai arrêté de courir, j'ai pris un petit peu de poids et je pense que c'est beaucoup lié à cette surconsommation de sucre. Ça fait travailler mon pancréas. Je sais que c'est quand même pas très très bon. J'avais déjà essayé d'arrêter le sucre par le passé. C'est vrai que mes tentatives avaient malheureusement échoué. Là, écoute, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que je suis assez déterminé. J'ai vraiment la volonté de vouloir arrêter, donc c'est vrai que ça marche mieux. On va dire dans 80% des cas, en tout cas.
Ok. En effet, c'est vrai que en hypnose, on peut travailler sur ce genre de choses et ça m'étonne pas nécessairement que tu aies déjà essayé par le passé, mais néanmoins tu n'aies pas réussi, en tout cas pas complètement, à arrêter tes cravings un peu de sucre. Peut-être parce que tu n'avais pas mis en place les bons mécanismes. Et du coup, on va pouvoir parler avec ça de tout ce qui est bien définir un objectif, la volonté, mais aussi questionner ce qu'il y a derrière ton objectif. Parce qu'en fait, il faut s'interroger sur le pourquoi tu fais ça, le sens et la valeur qu'il y a derrière. Et c'est ça qui va t'apporter la valeur ajoutée, qui va vraiment insuffler cette motivation pour changer ton comportement. C'est vrai que c'est assez rare finalement que les gens, dès la première tentative, que ce soit arrêter de fumer, même perdre un petit peu de poids ou encore arrêter la surconsommation de sucre, arrivent du premier coup. Je sais pas, toi, s'il y en a qui arrivent, bon, moi ça a été à chaque fois, il faut 2-3 tentatives avant ça. Oui, en fait, donc en hypnose, on travaille avec un état modifié de conscience. C'est un peu comme quand tu lis un livre, par exemple, et qu'à la fin de ta page, tu sais plus vraiment ce que tu as lu, ou quand tu te promènes dans le métro et que tu écoutes ta musique et tu loupes ton arrêt. En fait, là, tu es dans un état modifié de conscience. Donc l'hypnose, c'est ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va s'intéresser aux causes. Pourquoi tu te diriges vers des aliments qui sont sucrés. On va essayer de comprendre et d'identifier ce qu'il y a derrière pour ensuite modifier le schéma inconscient de ta perception par rapport à l'alimentation et de ton rapport au sucre. Bah écoute, ça a l'air hyper intéressant et j'ai hâte de commencer cet échange avec toi. Je te disais que voilà, dans 80% des cas, aujourd'hui, j'arrive bien à gérer cette surconsommation de sucre parce que voilà, j'ai une volonté qui est quand même assez accrue. J'ai vraiment envie d'en finir une fois pour toutes avec ce problème-là. Le souci que je rencontre encore, c'est surtout le soir et tout ce qui est grignotage sucré. C'est vrai que la journée, je travaille, je suis assez actif, j'y pense pas forcément. Mais le soir, dès que voilà, je vais commencer un petit peu à relâcher la pression au travail, je vais peut-être lire un livre ou regarder une série, et ben je vais avoir systématiquement l'envie de grignoter des choses sucrées. Donc voilà, je vais chercher un fruit, voire deux, une compote, un dessert. Et puis, quasiment toutes les 35-40 minutes, je vais aller grignoter quelque chose jusqu'à que j'aille me coucher. Et donc, j'ai l'impression d'avoir un peu saboté ma journée, les efforts que j'ai pu faire. Mais c'est quand même, j'essaye de limiter ça, mais c'est vrai que j'y pense tout le temps et j'ai l'impression que c'est encore pire, quoi. Donc voilà, je suis un petit peu démuni. J'ai essayé pas mal de choses. Je sais que c'est pas forcément une question de volonté parce que, comme je t'ai dit, je pense vraiment l'avoir, mais il y a des choses peut-être qui sont plus forts que moi, quoi. Totalement. Alors en fait, tu as soulevé plusieurs points qui sont super intéressants. Déjà, pour revenir à l'épisode que tu avais fait avec l'addictologue, le cerveau, il est programmé pour aimer le sucre. C'est quelque chose d'inné. Donc du coup, il y a déjà ce besoin physiologique, physique, d'avoir du sucre parce que ça sécrète de la dopamine et donc c'est l'hormone du plaisir. Et donc du coup, tu peux avoir des éléments dans ta vie, des événements où tu vas avoir un événement qui va te contrarier, qui va générer une émotion négative, pas forcément cool. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être aussi de l'angoisse et du stress, qui vont induire un comportement. Ce comportement, c'est se diriger vers quelque chose que tu sais qui va te proposer et te procurer du bien-être, donc le sucre, qui va générer de la dopamine. Et donc, en fait, ton cerveau, par association, ce qu'il va faire, c'est qu'il va associer cet événement négatif avec le fait que tu aies pris du sucre et donc que tu te sois senti mieux après. Il va se dire, à chaque fois que je ressens cette émotion pas cool ou d'autres émotions pas cool, je vais pouvoir me diriger vers du sucre pour me sentir mieux. Et en fait, à partir de ça, tu vas avoir une identité qui va se construire autour de croyances, c'est-à-dire j'ai besoin de sucre pour me sentir mieux, ou je suis addict au sucre, ou j'ai besoin de produits très sucrés pour aller mieux. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que tu vas construire cette croyance que tu vas répéter. Et ça va générer ce qu'on appelle en psychologie un biais cognitif, c'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau, il n'aime pas avoir tort. Donc, à partir du moment où tu te dis que tu es addict au sucre, tu vas aller chercher, en te remémorant dans tes souvenirs et dans tes expériences, tous les moments où tu as craqué et tu as été addict et tu t'es dirigé vers des aliments sucrés. Donc du coup, tu te dis, je suis comme ça, c'est pas ma faute. Donc tu externalises à la fois ta satisfaction du sucre et tu te déresponsabilises de ton comportement en te disant, c'est comme ça, c'est compliqué à changer, je suis fait comme ça, quoi. Mon cerveau, il fonctionne de cette façon. Alors qu'en fait, pas du tout. En hypnose, justement, on va travailler sur le changement des schémas mentaux. En gros, c'est comme si tu considères que ton cerveau, ton inconscient, c'est une autoroute
avec plusieurs routes. Et donc, à un comportement, tu vas associer une émotion. Et donc, nous, ce qu'on va faire en hypnose, c'est travailler sur le fait de changer de voie. On va changer de route. On va essayer de couper une certaine autoroute pour créer une autre destination. Comme ça va te permettre déjà inconsciemment d'installer le changement. Et c'est pour ça que c'est pas une question de volonté, en fait. Parce que la volonté, c'est bien de vouloir les choses. Mais quand tu veux quelque chose, c'est quelque chose que tu conscientises. Et pour autant, c'est l'émotion qui va apporter le comportement. Et l'émotion, elle est beaucoup plus forte, en fait, que la volonté. Ah, puis t'as pas forcément la main sur tes émotions. Malheureusement, elles sont, tu peux difficilement les contrôler, en tout cas certaines. Mais c'est vrai que moi, c'est quand même très très lié à la soirée. Alors je sais pas pourquoi, c'est systématiquement le soir, passé à 21h, 21h30, alors que j'ai fini de manger. C'est quand même, normalement, je suis pas censé avoir faim. C'est vraiment là où je vais un petit peu avoir tendance à craquer. Donc voilà, je vois bien que c'est pas forcément dans mes mains. Je sais pas pourquoi. C'est plus le soir que l'après-midi, le matin chez moi. Ça, c'est une bonne question en tout cas. Ouais. En fait, ce qui est intéressant justement avec cette volonté, c'est que c'est comme si à l'intérieur de toi, tu sais, il y a un peu plusieurs parties. C'est genre un peu un petit pays où il y a plein de villes différentes. Il y a une partie de toi qui veut changer, qui veut arrêter le sucre, parce qu'il y a tous les bénéfices secondaires qui sont associés, être en bonne santé, te sentir mieux, manger plus sainement, etc. Mais tu as aussi une partie qui te dit, ouais, mais quand même, c'est cool de manger du sucre, avoir le petit carré de chocolat, manger 2 yaourts, un fruit, etc. C'est plutôt sympa. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué de gérer ces plusieurs parties parce que du coup, tu as une tension. Et donc, à chaque fois, tu vas essayer de gérer ton émotion. Et tu dis justement qu'on n'a pas le contrôle sur ces émotions. En fait, ça aussi, c'est un peu une croyance dans le sens où aujourd'hui, dans notre société, on nous dit que avoir de la colère ou exprimer sa tristesse, c'est pas forcément bien vu ou alors qu'il faut gérer ses émotions. Le souci, c'est que quand tu gères ton émotion, tu vas pas l'adresser. L'émotion, c'est comme si tu avais un petit bonhomme à l'intérieur de toi qui avait un colis et qui venait toquer à ta porte avec l'émotion tristesse, angoisse, colère, et qui toque et qui toque et qui toque. Et en fait, tant que tu lui ouvres pas, tant que tu n'accèdes pas à ton émotion, tu l'acceptes et ensuite tu essaies de comprendre d'où elle vient, bah, elle va continuer d'être là et tu vas toujours avoir cette tension entre je dois pas manger du sucre et j'ai envie d'avoir ces aliments sucrés. Après, pour tout ce qui est le côté tes cravings qui sont le soir, c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que c'est un schéma répétitif. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est après ta journée de boulot où tu es tellement focus que tu n'as pas cette envie de sucre, que tu te détends, etc. Et tu vas aller à la recherche de plaisir en fait. C'est ça, c'est vrai que tu sais, déjà, on a tous nos personnalités. Moi, j'ai déjà un petit souci au niveau neurologique puisque je suis dyspraxique et donc c'est un trouble de la coordination au niveau cérébral. Et en plus, j'ai un trouble dysfonctionnement de l'attention avec hyperactivité. Donc en fait, moi, mon souci, c'est que je suis souvent à la recherche de dopamine, je suis souvent à la recherche de stimulation, que ce soit des stimulations intellectuelles, des choses qui me passionnent. Mon corps, il est tout le temps à la recherche d'un stimuli en fait. Et c'est vrai que quand je travaille, du coup, il est assez alimenté. Mais le soir, je vais toujours avoir cette recherche de dopamine et manger un petit bout de chocolat, ça nous procure du plaisir. Donc, je pense pas qu'il y ait que ça, mais je pense que ça joue aussi, comme les personnes qui peuvent être hypersensibles ou qui peuvent être sujettes à des émotions, vont aussi avoir cette tendance-là, à mon avis. Mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'essaye de jouer, mais c'est très compliqué parce que c'est vraiment un processus neurologique qui est on ne peut pas lutter contre ça. Quand on est dyspraxique ou TDAH, on l'est pour toute sa vie. On peut apprendre à vivre avec, mais on peut pas lutter contre sa personne. On ne change pas de personnalité, on ne change pas de nature. Ça, je pense que tu le sais mieux que moi. Donc, on peut juste essayer de s'y adapter, essayer de trouver aussi des petites astuces pour le mieux vivre. En effet, c'est vrai que toi, tu as des prédispositions qui font que tu as cette recherche de dopamine qui est très prégnante. Donc, du coup, tu vas en être, entre guillemets, plus victime. Néanmoins, c'est assez intéressant parce que tu dis que pendant la journée, tu n'as pas ces envies de sucre, ce qui fait que quelque part, il y a quand même une partie de toi qui est capable d'avoir ces ressources et de ne pas céder, entre guillemets, à la tentation. Donc en fait, c'est plutôt s'interroger sur déjà
pourquoi tu vas arrêter le sucre et surtout se dire que être en bonne santé, c'est pas forcément assez, c'est quelque chose qui est trop large, trop général, parce que je pense qu'on a tous envie d'être en bonne santé de façon générale. Donc peut-être aller chercher derrière, à chaque fois de poser la question, en quoi c'est important pour moi d'arrêter le sucre? En quoi c'est important pour moi spécifiquement d'arrêter le sucre transformé et raffiné? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi, la motivation, elle est quand même très liée à la santé. Et surtout, moi, il y a deux choses. C'est tout ce qui est grignotage compulsif. J'aime pas avoir cette impression de perte de contrôle et d'être finalement un petit peu esclave de ces petites pulsions de sucre, ce genre de choses, et de ne pas avoir la main sur ça. Surtout que je vais grignoter, je vais être aussi incapable, si j'achète un paquet de bonbons, c'est très dur pour moi de ne pas le finir. Un paquet de gâteaux, c'est pareil. C'est pour ça que j'en achète pas du tout. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas avoir le contrôle sur mes actions. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça que j'ai envie de reprendre la main, en fait, sur ça. J'ai pas envie de me passer de sucre ajouté parce que je pense que vraiment tous les aliments sont importants. Je pense que manger un fondant au chocolat, manger même un fast-food, ça a du sens dans une vie, ça a du sens dans une alimentation. Voilà. Le souci, c'est que moi, je vais les fuir, ces aliments-là, parce que je sais que je suis pas capable. En tout cas, j'ai l'impression de pas être capable de pouvoir me limiter. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui vont acheter un paquet de bonbons, qui vont en manger un et qui vont savoir se réguler et être très raisonnable. Voilà. Moi, je suis très gourmand et j'ai du mal avec la notion d'être raisonnable. Et c'est ça que j'ai envie j'ai envie de reprendre le contrôle sur ça. Ouais, c'est vrai qu'en général, on peut distinguer deux types de personnalités. Il y a des personnes qui vont être tout ou rien, donc c'est un peu comme toi, c'est je n'achète pas le paquet de bonbons parce que dans tous les cas, je sais que sinon il va y passer dans la soirée. Et tu as d'autres personnes qui sont plus capables de s'économiser et de manger un bonbon tous les 2 jours, par exemple, et de faire durer... Bravo à ces gens-là. Voilà. Donc c'est vrai qu'on peut se reconnaître dans l'un ou l'autre de ces archétypes. Dans tous les cas, c'est vrai que le statu quo, donc le fait que tu aies des compulsions vers le sucre, c'est quelque chose qui te procure de la sécurité, en fait. Ça t'apporte du plaisir, c'est un comportement que tu connais, même si tu as envie de le changer. Mais le fait est que le changement, c'est sortir de sa zone de confort. Et par dénomination, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qui est inconfortable parce que ça peut générer, même si le comportement voulu est positif, des peurs, des angoisses. En fait, c'est un mécanisme de survie, le fait de rester là où on connaît, avec ce que l'on connaît, même si le comportement qu'on a peut être détrimentaire à notre santé. Et en fait, les mécanismes d'évitement sont plus faciles à générer que des comportements de changement même positifs, parce qu'il y a cette partie de nous qui a envie de nous protéger, de nous sécuriser, un peu comme si on avait un gardien intérieur ou un parent un peu surprotecteur. Et en fait, c'est notamment en anticipant et en visualisant le changement que tu veux, donc c'est-à-dire en te faisant des petits exercices de visualisation, par exemple, toi, dans 1, 2, 3, 6 mois, quand tu auras arrêté la quantité de sucre transformé que tu veux, pas forcément la totalité, et faire déjà comme si tu avais intégré ce comportement. Qu'est-ce que tu ressens ? Comment tu es ? Comment tu te portes ? Comment tu parles ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Qu'est-ce que tu changes dans ta routine du soir par rapport à ça ? Et donc déjà, là, en faisant cet exercice de visualisation créatrice, tu enlèves une partie d'inconnu et donc tu t'enlèves une partie de stress. Et sortir de sa zone de confort, en fait, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle, c'est comme le sport, c'est comme la créativité. Ça devient de plus en plus facile au fur et à mesure qu'on le fait. Et ça m'étonne d'ailleurs pas du tout que par le passé, tu aies déjà essayé, mais que aujourd'hui ça fonctionne, parce qu'aujourd'hui, tu as une incentive qui est plus importante avec le podcast, parce que du coup, ça te donne vraiment un défi, et puis tu as un peu cette externalisation, les attentes des auditeurs qui veulent te voir réussir. Mais c'est très efficace, je t'avoue qu'effectivement, à part le soir, j'ai plus du tout cette envie de sucre. Comme quoi le mental, ça joue énormément. Après le soir, sur les causes, comme je t'ai dit, j'aime pas forcément m'ennuyer. Après, il y a peut-être autre chose. Moi, je suis quelqu'un qui est assez anxieux. Je pense que mes proches le savent suffisamment. J'ai toujours 1 million d'idées, toujours le cerveau qui tourne. Donc forcément, je me projette toujours sur l'avenir. Et ça génère de l'anxiété. Et c'est vrai que le soir, c'est des moments où généralement je peux avoir ces petites étapes un petit peu anxieuses. C'est là en tout cas ça se manifeste. Donc je ne sais pas s'il y a un lien, mais c'est peut-être aussi un des leviers sur lesquels je vais essayer de pouvoir jouer. Totalement, ça c'est intéressant. C'est vrai que je pense aujourd'hui on est tous relativement sujets au stress, aux angoisses, que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs. Après, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est déjà déculpabiliser. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas craquer
que c'est foutu et que tu vas pas y arriver et que ça veut dire que la prochaine fois ça va encore ne pas fonctionner. Dans tous les cas, un des présupposés qu'on utilise en hypnose et dans les accompagnements, c'est si ce que tu fais ne fonctionne pas, et c'est n'importe quoi d'autre, et dans tous les cas il n'y a pas d'erreur, il y a que du feedback. C'est-à-dire quand tu craques, te dis pas ah là là c'est la fin du monde, j'ai craqué. Interroge-toi sur pourquoi tu as craqué et aussi pourquoi les autres fois tu n'as pas craqué. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Est-ce que tu étais plus anxieux? Est-ce que tu avais moins de choses à faire donc tu t'ennuyais plus? Il y a des modalités extérieures qui peuvent venir intervenir sur tes comportements et tes émotions internes en fait. C'est rare que le soir je craque pas malheureusement, donc je sais pas sur quelle base je vais devoir me fier. Du coup, comment ça va se passer voilà, c'est quoi un peu les next steps? Comment est-ce que tu vois les choses? À quoi est-ce que je dois m'attendre avec le suivi qu'on va avoir tous les deux? Déjà, ce qu'on peut travailler, c'est la détermination d'objectifs. Un objectif, c'est quelque chose qui est assez simple, mais qui est personnel, qui est précis, qui est mesurable, qui est testable. Il faut avoir une deadline, il faut que ce soit motivant et il faut que ce soit formulé de façon positive. Donc, arrêter le sucre, par exemple, c'est pas nécessairement un bon objectif parce que ça reste très vague. Tu sais pas forcément quand est-ce que tu as réussi, quand est-ce que tu n'as pas réussi. Ce qui est plus intéressant, c'est d'intégrer la valeur qu'il y a derrière. Si tu veux arrêter le sucre, c'est pour gagner quoi derrière? Donc t'interroger déjà sur l'objectif. Après, on peut mettre en place aussi des exercices, des petits exercices que tu peux faire tout seul, notamment ces exercices de visualisation dont je parlais tout à l'heure, et faire comme si. C'est un peu fake it until you make it, c'est vraiment le fait d'intégrer les comportements que tu voudrais avoir dès aujourd'hui. Et en fait, déjà, ça te permet de devenir la personne que tu voudrais être aujourd'hui. Et ça paraît très simple, ça paraît assez bateau, même magique, mais pourtant, c'est assez incroyable les résultats qu'on peut avoir parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Et c'est notamment un des mécanismes de base dans tout ce qui est préparation mentale, avec les exercices de visualisation et d'imagerie mentale, où les sportifs se visualisent, s'imaginent en train de faire des exercices, des entraînements, voire de gagner des compétitions, en se mettant dans l'état interne, donc dans l'émotion qu'ils anticipent d'avoir, et ils font comme s'ils l'avaient déjà. Et ça, si tu le pratiques au quotidien, ça va déjà changer ta façon de fonctionner et de ton rapport avec le sucre. Ouais, c'est vrai que j'ai aussi un autre podcast sur le sport et on reçoit pas mal d'athlètes de haut niveau et effectivement, ils utilisent tous et toutes quasiment ces techniques de visualisation qui sont très, très, très présentes dans le monde du sport. Et du coup, s'il y a des séances d'hypnose dans les prochaines séances, à quoi est-ce que ça va ressembler ? Alors, s'il y a des séances d'hypnose dans les prochaines séances, il y a plusieurs mécanismes qui sont possibles. D'une part, donc de façon très personnelle, on peut faire une régression dans le temps pour aller rechercher les moments où potentiellement il y a un événement qui aurait déclenché cette surappétence pour le sucre. Après, on peut aussi faire de l'hypnose coaching, donc avec un outil qui s'appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Et là, en fait, c'est plus une discussion où tu t'interroges les deux parties qui sont en toi, celle qui veut arrêter le sucre et celle qui veut continuer à manger du sucre. Et c'est assez sympa parce que du coup, ça te permet de dialoguer dans un état modifié de conscience avec les deux parties qui sont en toi pour aller chercher en fait un but commun. Et déjà, une fois que tu réalises que derrière, il y a le même but, parce que bon, on va pas se mentir, tu vas arrêter le sucre pour la santé, et pour le plaisir aussi d'être en bonne santé. Et tu manges du sucre pour aussi justement avoir cette sensation de plaisir. Donc derrière, tu as un peu des sentiments qui sont communs. Simplement, c'est deux comportements différents pour arriver au même but. Et déjà en conscientisant ça, ça te permet de faire un next step et de commencer à reprogrammer ton cerveau et tes schémas mentaux. On entend souvent que pas forcément tout le monde est réceptif à l'hypnose. Est-ce que c'est le cas aussi dans l'hypnose médicale ? C'est quoi ton avis sur ça ? Alors en fait, tout le monde est absolument réceptif à l'hypnose, tout le monde est hypnotisable. Néanmoins, les personnes qui ont des troubles notamment de la personnalité comme les schizophréniques qui ont des problèmes avec la perception de la réalité, ces personnes-là ne sont pas nécessairement hypnotisables, où il peut y avoir des procédés, des outils, des exercices particuliers, mais de façon générale non. Mais tout le monde est hypnotisable parce qu'en fait c'est un processus qui est totalement naturel. Comme je te le disais tout à l'heure, t'es dans le métro, t'écoutes la musique et t'oublies ton arrêt, ou quand tu sors du boulot, tu prends ta voiture et tu sais plus comment t'es arrivé chez toi. T'as été dans un état d'hypnose. Et en fait, c'est un truc tellement naturel qu'on le vit au quotidien, toutes les 90 minutes environ.
Après, la notion d'hypnose de spectacle, donc la fameuse poule de Mesmer, ça par contre c'est pas tout le monde en effet. Il y a des pourcentages qui sont un peu différents selon les études, mais entre 20-30% en général. D'accord. Bah écoute, merci pour ce premier rendez-vous de prise de contact. J'ai hâte de voir la suite et ces petites séances d'hypnose, comment ça va se passer, et j'espère qu'ils seront efficaces. Je vais essayer de mettre en place un petit peu toutes les techniques, les étapes que tu viens de me donner. Et puis bah, on se revoit pour un prochain épisode. À très vite. Cet échange avec Manon a été très intéressant. Ça m'a permis de mieux comprendre la relation personnelle que je peux entretenir avec le sucre et comment, à l'avenir, je peux jouer sur les déclencheurs. Manon m'a donné quelques exercices que je ne manquerai pas de vous partager sur l'Instagram de 93 jours. Maintenant que j'en sais un peu plus sur l'hypnothérapie, j'appréhende beaucoup moins de réaliser une séance d'hypnose dans les prochaines semaines. Évidemment, je dédierai un prochain épisode à cette étape. Alors si vous voulez ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à me laisser une évaluation et surtout à m'écrire un petit mot pour m'encourager ou encore me donner vos conseils et vos idées. Je lis chacun de vos commentaires. Rendez-vous dès vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis à très vite. Les enjeux de la RSE, la responsabilité sociétale et entrepreneuriale des entreprises, le podcast. Bonjour, cette fois-ci dans le podcast Les enjeux de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, il sera question du groupe Bolloré qui a lancé en 2008 un programme de solidarité pour la jeunesse présent dans 120 pays appelé Earth Talent by Bolloré. De quoi s'agit-il? Quel est l'objectif? Qui est concerné? C'est ce que nous allons voir en 3 épisodes avec Dorothée van der Kruisen, directrice de l'engagement solidaire international et fondatrice du programme Earth Talent by Bolloré. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast Les enjeux de la RSE sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast favorites. N'hésitez pas à vous abonner.